Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, j'aurais pu reprendre mot pour mot la question que j'ai moi-même posée le 26 juillet dernier. J'interrogeais alors les ministres de l'économie et du logement sur la spéculation immobilière qui frappe dans bon nombre de nos territoires. Depuis, 10 mois ont passé et la crise du logement ne fait que s'aggraver. À votre conscience de la situation que le ministre du Logement qualifie de bombe sociale s'oppose l'inconscience de votre inertie. L'ensemble des acteurs du logement étaient suspendus aux annonces du gouvernement dans le cadre du CNR sur le logement. Mais beaucoup de bruit pour rien. Vous passez à côté de vos propres ambitions. Si ce CNR a permis de mettre la question du logement au cœur de l'actualité, les réponses que vous apportez sont soit insuffisantes, soit décevantes. Et ce n'est pas le constat d'un simple élu de l'opposition, mais celui d'une majorité d'acteurs, de la Fédération du bâtiment à la Fondation Abbé Pierre. Difficile d'égaler un tel naufrage, et ce n'est pas moi qui le dis, mais un ancien ministre du Logement. Construction, rénovation, accès à la propriété, logement social, prix du foncier, mal logement, spéculation, encadrement des meublés de tourisme, les enjeux sont multiples et mériteraient une vraie loi de programmation. À cela, vous préférez répondre par une kyrielle de nouvelles réflexions, superposées à des rapports eux-mêmes héritiers de multiples concertations. Surtout, à cela, vous préférez, sous couvert de ce plan logement, faire 2 milliards d'euros d'économies, encore une fois, en sacrifiant le Pinel et le prêt à taux zéro sans proposer d'alternative efficiente. Il est temps de prendre votre responsabilité sur ce sujet de préoccupation quotidienne pour les Français. Votre désintérêt favorise les maxi-propriétaires et dessert les plus modestes et les classes moyennes. Madame la ministre, il y a des dossiers qui vous semblent prioritaires. Les drapeaux devant nos mairies, les réformes des retraites dont personne ne veut, le contournement toujours plus indécent des pouvoirs parlementaires dont nous aurons encore une brillante illustration ce jeudi. Si vous mettiez autant d'énergie à traiter le sujet du logement qu'à empêcher les députés de voter, les constats seraient bien différents. À côté de votre manque de clairvoyance, se pose la question de votre cohérence. Le logement occupe une place centrale. Ainsi, quand débattrons-nous? La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Inaki Chaniz. Oui, le CNR hier s'est conclu en présence de Madame la Première ministre que je me remercie. Et non, le logement ne fait pas partie des grands oubliés du gouvernement ni du gouvernement précédent. J'en veux pour preuve le plan logement d'abord qui a été lancé par le président de la République et le gouvernement précédent qui a permis de mettre à l'abri sous un toit 440 000 personnes sous le quinquennat précédent. J'en veux pour preuve le doublement de l'action de l'ANRUD qui est passé de 5 milliards à la fin du quinquennat socialiste, monsieur le député, à 12 milliards à la fin du quinquennat précédent. J'en veux pour preuve le lancement de MaPrimeRénov' qui a été un élan sans précédent sur la prise en compte de l'état des logements de ce pays. Et les annonces de Madame la Première ministre hier sont à la hauteur des besoins et seront complétées dans les jours qui viennent. Ils sont à la hauteur des besoins parce que nous avons préservé le PTZ pour accéder au logement dans les zones tendues et donc permettre des logements abordables, parce que nous avons le souhait de relancer de manière massive le bail réel solidaire qui est un moyen d'accéder au logement pour les plus fragiles. Je m'étonne d'ailleurs que vous soutenez le Pinel qui est, comme vous le dites dans la deuxième partie de votre question, un outil pour les multipropriétaires, alors qu'à l'inverse, nous soutenons le logement intermédiaire qui est un bon outil d'accession à la location pour les classes moyennes et pour permettre du mouvement dans le parc HLM. Enfin, et j'en terminerai, mais j'ai d'autres questions sur le sujet, donc ça me permettra de compléter. J'en terminerai avec le pacte de confiance que nous allons conclure avec le monde HLM, avec la nécessité de produire plus et de rénover, parce que la rénovation est au cœur de notre action. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, il y a un peu plus d'un an, vous étiez nommée Première ministre avec ce souhait du Président de la République, agir sans relâche pour les Françaises et les Français, pour, entre autres, la santé et la renaissance démocratique. Où en êtes-vous de cette promesse sur la santé, quand on se prépare, encore une fois, à compter nos morts dans nos hôpitaux, où manquent les soignants et ferment les services d'urgence? Où en êtes-vous de cette promesse sur la santé, quand les maternités des territoires ruraux périphériques, comme à Carhaix,
Landerneau, Guingamp menacent de fermer temporairement, définitivement, faute d'anesthésistes. La crainte d'un démantèlement par service est réelle. À Carhaix, presque un tiers des lits sont fermés sans garantie de rouvrir. Quand il n'y a pas d'alternative, pas de clinique, pas de médecine de ville suffisante, toute suspension ou fermeture partielle est une atteinte potentielle à la vie d'autrui, une atteinte grave au pacte républicain. Notre santé et nos hôpitaux brûlent d'un système à bout de souffle que vous ne réformez pas. C'est un renoncement terrible. Les citoyens ont le sentiment d'être abandonnés dans une stratégie de pourrissement. Où en êtes-vous de cette promesse de renouveau démocratique quand votre majorité relative n'a qu'à l'esprit d'éviter un vote sur la réforme des retraites en confondant créativité constitutionnelle et mise en danger des droits du Parlement? Où en êtes-vous de cette renaissance démocratique quand vos budgets ne sont pas adoptés que par 49.3 et qu'hier soir encore, chaque loi de règlement est rejetée par notre Assemblée? Dans le monde réel, celui des collectivités, des associations, des entreprises, quand une Assemblée vote contre le quitus financier, l'exécutif démissionne. En somme, cette année, vous n'avez eu de cesse d'agir sans relâche contre les Françaises et les Français. Madame la Première ministre, qu'en est-il de cette promesse que le président de la République faisait à votre égard? Mes chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et chargé du renouveau démocratique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je vais tâcher de répondre pas à l'ensemble des questions, Madame la députée, parce qu'elles touchent à des secteurs que certes je connais bien, mais... Merci, c'est très agréable. Madame la députée, vous interrogez d'abord sur la méthode. La méthode, moi, vous savez, je crois aussi aux chiffres. La plupart des textes qui ont été présentés, l'écrasante majorité des textes qui ont été présentés par la Première ministre et son gouvernement depuis un an ont été adoptés par le Parlement. Vous-même, Madame la députée, vous avez eu l'occasion, et merci pour cela, de voter favorablement sur un certain nombre de projets de loi. Et c'est tant mieux. On ne pourrait pas concevoir, les Français ne pourraient pas concevoir qu'on tomberait d'accord sur tous les textes. Néanmoins, il y a quelques textes sur lesquels on peut avoir des désaccords. Le texte sur les retraites en fait partie, mais d'autres textes ont été adoptés avec les voix de la droite sans la gauche et d'autres avec les voix de la gauche sans la droite. Vous savez ce que je crois profondément, Madame la députée? C'est le souhait des Français qui nous ont confié une majorité relative, que nous demandaient pour la première fois depuis des années, des décennies, de chercher systématiquement des accords avec la gauche et la droite pour faire avancer le pays. Ce qu'on peut déplorer ensemble, c'est peut-être les outrances, c'est peut-être les excès, c'est peut-être les postures qui parfois grèvent les débats au Parlement et ailleurs. Mais je peux vous dire que je vais à la rencontre des Françaises et Français comme vous, Madame la députée, et qu'ils attendent d'un Parlement, que ce soit en bonne maison du peuple et de la démocratie, un endroit où on soit capable de se parler en fait, d'échanger et de se dire que parfois on n'est pas d'accord, mais parfois on peut. Par exemple, vous savez, avoir systématiquement des députés de ce côté-là de l'hémicycle qui hurlent dès qu'un ministre parle pour lui couvrir la voix, ce n'est pas un très bon exemple d'hygiène démocratique, vous voyez. Je pense qu'après un an à travailler tous ensemble, on doit être capable de commencer à revoir un peu les méthodes et les dysfonctionnements pour se dire que ce dont les Français ont besoin, c'est de l'apaisement. Quand il s'agit ensuite des priorités, vous avez cité la santé, on pourrait citer l'éducation. Vous êtes un peu une boîte à meux, monsieur le député. Dès que je parle, vous hurlez. Qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la protection des Français, du pouvoir d'achat, eh bien nous avançons dans une direction qui est celle que nous ont confiée les Français. Et encore une fois, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de tomber d'accord, Madame la députée, sur beaucoup de ces textes. C'est le cas dans les collectivités. Les socialistes y ont toujours participé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le logement va mal. C'est un secteur en crise. Tous les indicateurs sont à la baisse. Vente de logements, mise en chantier, nouveaux permis de construire. Dans le même temps, on compte plus de 2 millions de personnes en attente d'un logement social, un record. Après plus de 6 mois de travail, d'échanges et de concertation, les attentes étaient fortes. Mais lundi soir, avec la conclusion du CNR Logement, la montagne a accouché d'une souris. La colère du secteur est à la mesure de sa déception face à un plan jugé minimaliste et imprécis, qui n'a conservé que très peu de ses propositions. Les deux copilotes du CNR Logement, les acteurs de l'immobilier, de la construction et de la solidarité, tous se sentent méprisés par le gouvernement. Monsieur le ministre, il faut une impulsion forte pour répondre à la crise du logement. Pourquoi n'avez-vous toujours pas pris la mesure de ses conséquences économiques et sociales? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la ville et du logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Viviane
Artigalas. Comme ça a été rappelé plusieurs fois, ce CNR, et vous l'avez vous-même rappelé, a été un moment extrêmement important de mobilisation et de travail des acteurs du logement. Et ce CNR est tout sauf un point final. C'est un moyen de travailler, de nouvelles méthodes de travail sur lesquelles nous allons nous appuyer pour la suite. Néanmoins, notre priorité, et c'est probablement celle de nous tous ici, c'est de construire un parcours résidentiel aux Français, quel que soit l'état de leur compte en banque. Et pour ça, il faut avoir des mesures équilibrées. Des mesures équilibrées en termes d'accession à la propriété, d'accession abordable à la propriété. C'est le sens du maintien du PTZ. C'est le sens du bail réel solidaire sur lequel nous souhaitons mettre l'accent, car le bail réel solidaire est une vraie bonne méthode pour permettre l'accession à la propriété pour les classes moyennes, et nous allons le booster dans les mois qui viennent. C'est le sens des discussions que nous menons avec Bruno Le Maire et l'ensemble des banques pour l'accès au crédit, parce qu'aujourd'hui, une des difficultés, c'est les taux d'intérêt et l'accès au crédit, et ça rend encore plus utile le PTZ dans cette période particulière. Ensuite, c'est l'accès à la location pour ceux qui en ont besoin. Le logement locatif intermédiaire, c'est un des meilleurs moyens que nous avons pour faire le lien entre l'emploi et le logement. Et c'est pour ça que nous allons le développer dans des zones plus grandes. Et nous allons y travailler. Le logement locatif intermédiaire a le même produit final que le Pinel, que certains semblent regretter. Enfin, nous avons décidé de multiplier par 2 l'accès à Visal, là aussi dans le cadre des accords que nous menons avec Action Logement. Et là encore, Visal, c'est une mesure de protection du pouvoir d'achat. C'est la caution à ceux qui n'ont pas de caution. Passer de 1 million à 2 millions de Visal, c'est extrêmement important et extrêmement utile pour nos concitoyens. Ma priorité, notre priorité, c'est d'aider les Français dans leur parcours résidentiel. Et je terminerai, comme tout à l'heure, par le logement social. Le travail sur le pacte de confiance que nous avons déjà commencé est un travail extrêmement important, tant sur la rénovation que sur la production neuve. Le travail que nous menons aussi sur la hausse du livret A et la manière dont nous compensons cette hausse du livret A avec la Caisse des dépôts et l'ensemble des acteurs du logement. Merci. Madame Artigalas. Oui, beaucoup d'intentions, mais peu de faits. Les faits sont têtus, monsieur le ministre. La politique du logement n'est pas la priorité de votre gouvernement. Quelle réponse faites-vous aux milieux de familles qui peinent à se loger dignement? Aucune augmentation des aides au logement, encore moins du forfait APL, et pour cause, toutes ces aides ont été dépouillées durant le premier quinquennat. Quelle réponse pour les 2,4 millions de citoyens demandeurs de logements sociaux? Pas de baisse de la RLS, ni de la TVA pour le logement social, alors que l'on manque de logements abordables. Quelle réponse sur le foncier? Rien pour redonner un peu d'autonomie fiscale aux élus, rien pour permettre aux jeunes d'accéder à la propriété dans les territoires qui les ont vus naître. Aucune mesure non plus pour relancer la dynamique de la construction perdue depuis 2017. Où est la refondation promise? Le ministre des Comptes publics a déjà annoncé que le secteur du logement subirait une nouvelle baisse dans le budget 2024. La crise du logement va s'aggraver et ce sera à cause de votre inaction. Merci, Monsieur le Président. Combien faudra-t-il encore de l'INSEE, de Lucas, de Chanel, de Dina pour qu'on s'attaque réellement au harcèlement scolaire? Aujourd'hui, l'émotion est forte et la vague d'indignation nous submerge tous. Et demain, la question du harcèlement risque de retomber dans l'oubli pendant que des jeunes continueront de souffrir. Monsieur le ministre, je vous ai rencontré en février dernier avec ma collègue Colette Mélot et vous sembliez très mobilisé et soucieux d'avancer vite et fort sur le sujet, de mettre en place certaines mesures de notre rapport sénatorial et de veiller à l'application du programme phare sur tout le territoire. Or, ce que je constate sur le terrain, ce sont des disparités d'un établissement à l'autre. Là où le climat est apaisé, où les faits de harcèlement sont contenus et traités, c'est lorsque l'équipe éducative et les services académiques se sont saisis des dispositifs. Là où ça se passe mal, c'est quand cette question n'est pas une priorité, là où les moyens manquent ou là où l'on préfère le pas de vague. Il faut savoir aussi que le programme phare n'est pas toujours appliqué, ou pire, n'est pas connu dans de nombreux établissements, que les associations engagées sur le sujet se voient refuser l'accès à certains collèges au motif que tout va bien. Tout ceci est inadmissible et ne peut plus durer. Monsieur le ministre, avez-vous enfin l'intention de rendre obligatoire l'application des dispositifs existants? Vous déciderez-vous à augmenter les moyens de contrôle de la mise en œuvre effective des mesures par un renforcement des recrutements de personnels éducatifs et médico-sociaux qui manquent cruellement? Entendez-vous renforcer la formation des enseignants et personnels à la prévention, la détection et au traitement du harcèlement? Comment améliorer la coordination entre les services de l'éducation nationale, de la police, de la justice, afin que la parole de l'enfant soit prise en compte pour qu'il soit et se sente protégé? Et comment comptez-vous contraindre les réseaux sociaux à la modération effective du flux d'informations en circulation
et à la publication de messages d'alerte à destination du jeune public. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, M. Pap Ndiaye. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Van Egg. Nous avons avancé ces dernières années en matière de lutte contre le harcèlement scolaire, mais il nous reste encore beaucoup à faire et effectivement nous avons du pain sur la planche. Nous avons d'abord fait du harcèlement scolaire un délit grâce à la loi Balanan de mars 2022. Les numéros 3018 et 3020 ont été créés et leur audience s'élargit. La formation des personnels a été engagée et, comme vous l'avez rappelé, le programme phare a été généralisé avec des disparités, j'en conviens, à toutes les écoles et tous les collèges depuis la rentrée 2022. Nous nous inspirons en partie du rapport, de l'excellent rapport que vous avez rédigé avec la sénatrice Colette Mélot pour aller plus loin. D'abord, voilà les mesures concrètes que j'ai eu l'occasion d'annoncer. D'abord, la nomination d'un adulte référent, un adulte référent harcèlement dans tous les collèges, infirmiers, CPE, professeurs, pour assurer le suivi personnalisé et en temps réel des situations de harcèlement. L'extension du programme phare au lycée et, d'une manière générale, le fait de s'assurer que ce programme est effectivement mis en place dans tous les établissements. La saisine systématique du procureur de la République en cas de suspicion avérée de harcèlement ou de situation préoccupante. La création d'une équipe départementale d'intervention dédiée au harcèlement pour régler les situations les plus complexes, le déplacement de l'élève harceleur, suivant en cela d'ailleurs une proposition de la sénatrice Mercier dans le premier degré. Le décret a été transmis hier au Conseil d'État. Et puis enfin, la formation massive des personnels de l'éducation nationale et l'augmentation significative des moyens alloués aux plateformes d'écoute 3018 et 3020. Madame la sénatrice, je suis au premier rang avec le gouvernement et la Première ministre pour faire reculer ce fléau intolérable qu'est le harcèlement scolaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 24 mai dernier, à l'occasion de l'examen annuel de la situation économique et sociale de la France et de ses perspectives, la Commission européenne a constaté, je cite, que la France est caractérisée par des disparités régionales croissantes qui vont au-delà du clivage persistant entre régions métropolitaines et ultra-périphériques. Elle ajoute également, selon ses termes, que la fracture entre zones urbaines et zones rurales en termes de dynamisme économique et de perspectives de croissance est devenue une préoccupation politique et qu'il est important de remédier aux déséquilibres régionaux pour notamment améliorer les perspectives de croissance à long terme de la France. Elle préconise enfin au Conseil de demander à la France, pour reprendre sa formulation, de procéder à la mise en œuvre rapide de programmes de politique de cohésion en lien avec le plan de relance et de résilience en vue d'accélérer une transition écologique, sociale, économique, numérique, équitable et inclusive. Alors, Monsieur le Ministre, j'aimerais avoir votre avis sur ce diagnostic impitoyable et savoir comment le gouvernement envisage de répondre aux recommandations de la Commission. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Patrice Joly, effectivement, le paquet printemps de la Commission européenne formule un certain nombre de recommandations, comme c'est son habitude de le faire. D'ailleurs, vous en citez quelques-unes. Je vois que vous prenez soin de ne pas noter d'autres recommandations qui feraient peut-être moins de succès sur vos bancs, comme la nécessité de réduire la dépense publique, par exemple. Monsieur le sénateur, nous allons dans le sens de ce que veut la Commission, surtout lorsque vous parlez d'harmonisation du territoire entre ruralité et territoire urbain en matière industrielle. C'est tout le sens de la politique qui est conduite depuis plusieurs années et qui est amplifiée d'ailleurs. J'en veux pour preuve les premiers résultats. Alors que nous avons pendant plusieurs décennies enregistré une réduction du nombre d'entreprises dans notre pays, d'industries qui fabriquent, qui produisent, pour la première fois, depuis 3 ans, nous réintroduisons des entreprises et le bilan entrée-sortie entre les fermetures et les ouvertures d'usines est positif de l'ordre de 300 entreprises, ce qui est une bonne nouvelle. Et quand vous regardez, d'ailleurs, vous ne vous y trompez pas, le président de la République est allé où? Il est allé dans la région des Hauts-de-France, puisque c'est notamment ici qu'il y avait un déficit encore plus important qu'ailleurs d'entreprises qui fabriquent et qui produisent. Et donc il a souhaité qu'on mette le paquet dans ces territoires, parce que c'est une richesse pour notre pays.
Ensuite, vous interrogez sur les réflexions de la Commission européenne s'agissant du verdissement de notre économie. C'est justement là aussi le sens de ce qu'a présenté la Première ministre, le Président de la République, l'ensemble du gouvernement sur le projet de loi Industrie verte, et qui va dans le sens d'une industrie décarbonée, qui va dans le sens de nous permettre demain en français et en européen de fabriquer à nouveau sur notre territoire les instruments indispensables pour participer à la rénovation thermique. Ce sera quand même mieux, quand on fait de la rénovation de l'habitat des Français, de pouvoir leur proposer des pompes à chaleur fabriquées en France ou des panneaux solaires fabriqués en France. Donc vous voyez, on inscrit nos pas, en l'occurrence, dans ceux de la Commission. On peut avoir des désaccords sur d'autres aspects, mais ceux sur lesquels vous m'interrogez, je crois que les preuves sont tangibles, monsieur le sénateur. Monsieur Joly. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il est urgent d'agir sans nier effectivement un certain nombre d'avancées telles que vous avez pu les évoquer en matière de territoire d'industrie. Les chiffres témoignent de cette urgence. Le PIB par habitant en Île-de-France est de 57 600 € contre 29 200 en moyenne pour les autres régions. La part de la population exposée au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale s'élève à 22,4% dans les zones rurales contre 19,2% dans les agglomérations. L'espérance de vie en zone rurale est inférieure à 2 ans à celle constatée en ville. Urgence donc à mettre en œuvre une vraie politique d'aménagement du territoire global avec des moyens à la hauteur des enjeux de la cohésion sociale qui se délitent, ce qui remet en cause notre République. Par ailleurs, il y a 3 ans, notre Assemblée à l'unanimité avait demandé au gouvernement, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, d'agir fortement pour la mise en place d'une vraie politique européenne destinée aux territoires ruraux, au-delà de la PAC et à la hauteur de ce qu'il pèse sur le plan démographique. Cela reste aujourd'hui un impératif sur lequel il y a lieu d'agir de manière déterminée. Je vous remercie.